La ville de Liège n'a pas à rougir en termes de patrimoine ou de folklore. Si la cité ardente ne peut renier sa réputation festive, c'est aussi grâce à ses étudiants. Certains d'entre eux sont particulièrement attachés au folklore de la ville et le revendiquent au travers de l'expérience du baptême. Beuverie sans intérêt pour certains, véritable humiliation pour d'autres. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui pousse des dizaines de jeunes à tenter l'aventure chaque année? Notre enquête débute à la faculté de philosophie et lettres. Quelques jours après la rentrée académique, le comité de baptême se manifeste aux nouveaux arrivants. Là pour le moment on fait un fût d'accueil, donc en fait on a amené des petites bières et tout ça pour un peu inciter ceux qui sont encore un peu hésitants au niveau du baptême. On essaie de les convaincre, expliquer en quoi ça consiste et essayer de faire stopper tous les préjugés qu'il y a sur le baptême. Dès qu'ils ont une question on est là pour y répondre, c'est vraiment faire ça en fait, essayer de faire cesser les préjugés et leur montrer à quel point le baptême peut être quelque chose de positif. Les activités de baptême font parfois l'objet de vives critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux. Si l'on veut que la tradition se perpétue, il faut faire bonne figure. Le souci avec le baptême, c'est qu'on a dans les médias, on a vraiment de gros stéréotypes et de gros préjugés. On n'est pas que des gros porcs qui se jettent dans la boue, etc. Il y a vraiment toute une organisation et c'est très peu dépeint dans les médias. Je n'ai jamais vu un seul article assez encourageant pour le baptême ou qui le dénigre pas, quoi. En faculté de philosophie et lettres, les baptisés sont minoritaires. La mauvaise image dont ils se plaignent est bien réelle. Tout ce qu'on entend dans les journaux, comme quoi il y a eu des morts avec les baptêmes, tout ça. Avaler un poisson, c'est un poisson vivant, un peu dur. J'aime bien pour la tradition et tout, sauf qu'il y a aussi les études à côté et je me dis que je me sentirais pas capable de faire les deux en même temps. Il faut des fois embrasser des personnes ou voilà, il y a des personnes qui se retrouvent à moitié nues ou voilà, c'est pas. Si on est en couple, c'est pas terrible, quoi. Quand je vois les gens le matin ou même l'après-midi qui chantent ici, moi je me vois pas faire ça. Voilà. On a entendu tout, être enfermé dans une vache, je crois pas que ça me plairait beaucoup non plus. Mais certains vont tout de même décider de sauter le pas. C'est le cas de Laura. La jeune fille de 18 ans entame une première année d'information et communication à l'université de Liège et compte bien s'initier au folklore local. J'ai décidé de m'inscrire au baptême parce que à la base c'était par curiosité. Et puis j'avais envie de réussir et me prouver à moi-même que je pouvais faire tout ça et je voulais aussi rencontrer des gens et voilà. Pour conquérir les derniers indécis, le comité organise une soirée ouverte à tous. L'occasion pour Laura de poser quelques questions. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait fini le baptême et qui disait qu'il regrettait. Ah ouais, j'ai jamais entendu ça. En général, ceux qui dénigrent le baptême, c'est soit ceux qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais commencé, ou ceux qui ont lâché dès le début, tu vois, et qui ont gardé un peu rancune, etc. Avant de remplir une fiche d'inscription. Alors Laura, tu es donc officiellement une bleuette philosophie et lettres. Comment tu te sens? J'ai un peu peur, mais je pense que ça va être une superbe expérience. Comment ça fait, vous m'entendez encore alors que je suis toute seule? Allons-nous! Merci, honorable, honoré, vénérable, vénéré, incommensurable, incommensuré, respectable, respecté, oh, Axel, vice-trésorier du comité de baptême Philoélève 2017-2018. Elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite vieille pour mettre un canari. Troulala, troulala, troulala. Ces répétitions de chant ont lieu tous les temps de midi. Certaines facultés mettent l'accent sur la pénibilité ou l'alcoolisation des épreuves, mais le baptême en philosophie et lettres, lui, repose principalement sur l'apprentissage de ces chants. Les chants font partie de leur patrimoine, donc vraiment de cet ensemble qui fait qu'on fait partie de la communauté des étudiants. C'est un symbole d'identité, quelque part, donc c'est un symbole de reconnaissance entre baptisés. Tiens, si tu connais ton chant de Guindaille, je connais le mien, alors on est baptisés tous les deux, c'est chouette. Symbole de reconnaissance, symbole d'appartenance et surtout ciment social. Ça renforce vraiment ce sentiment d'appartenance à la communauté du baptême. Voilà que ça rentre, lève la cuisse, voilà que ça glisse, lève la jambe, voilà que ça rentre, lève la cuisse, voilà que ça glisse, oh, oui. Tous ces chants, surtout tous ceux qui touchent à vraiment la fête, les étudiants, présentent des excès, des mœurs complètement décalées. Ils sont truffés d'ailleurs de grossièreté, d'expressions très fleuries, etc. Mais ce qu'on a très souvent, par contre, c'est à la fin de ces chansons, c'est une moralité qui dit qu'au final, le personnage, il a fait tous ses excès, etc. Et son aventure se tourne en mésaventure et on se rend compte à la fin, dans la moralité, il aurait peut-être pas dû faire les choses d'une telle façon. Car c'était elle qui foutait le chahut à la maison. Ma guenon, ma poison, elle est morte. Elle mettra
dans mon verre, ma guenon, ma poison, elle est morte. Le soir venu, nous retrouvons Laura en pleine marche en canard pour sa première bleusaille. Mais pendant ce temps, une partie du comité s'active 2 rues plus loin. Tout doit être prêt pour que le parrainage des Bleus puisse commencer. Les Bleus attendent place Saint-Paul, ils sont dans, on appelle ça un parc à bleus, où les Bleus attendent en fait de passer leur tour pour venir monter ici sur la table et pour se faire parrainer, en fait se faire acheter par des parrains, donc des personnes qui sont déjà baptisées. Ils payent un équivalent qu'ils reçoivent en bière, qu'ils peuvent boire sur la soirée à leur gré. On vend un être humain comme si on vendait un truc dans un test d'achat, etc. C'est un peu le truc drôle par rapport au parrainage, c'est on achète un bleu, on achète une personne, mais ça reste enfantin, ça reste très second degré. Le bleu, on l'achète pour le suivre et puis comme ça fait rentrer des sous pour le comité, pour l'organisation, notamment du baptême ou des saints où on essaye de ne pas avoir de pertes et que le CB continue à exister. Le comité nous invite à quitter les lieux avant l'arrivée des premiers acheteurs potentiels. Et quelques heures plus tard, il est l'heure pour Laura d'enfin passer sur la table. Va-t-elle parvenir à se faire acheter ? Le premier pas connu, elle n'a pas de code et elle est asthmatique. Quelqu'un qui est passé sur la table devant nous qu'on ne connaissait pas va devenir finalement quelqu'un dont on est très proche. Ça faisait juste un peu peur parce que c'était... je savais pas trop exactement à quoi m'attendre, quoi. Mais sinon, ça allait, franchement. Pour en être responsable, les parrains de Laura auront dépensé au total 150 €. Elle était super mignonne, super gentille et un peu naïve comme ça. du coup, je crois qu'on a tous voulu directement l'acheter. Si elle a besoin d'aide, si elle se sent mal, elle vient directement nous trouver. C'est comme on a une espèce de soutien et on est responsable d'elle et ça... entre guillemets, je pense qu'on est tous d'accord qu'on se sent bien d'être responsable d'une blette, surtout qu'elle est super sympa, donc forcément c'est un plaisir de s'occuper d'elle. Un tel investissement s'accompagne de responsabilités qui ne sont pas prises à la légère. Le parrain doit signer une charte comme quoi il a entière responsabilité du bleu et qu'il doit faire en sorte que le bleu arrive à bon port et soit en totale sécurité malgré les activités de baptême. Vraiment, je vois le parrain comme un soutien où il va être là pour le bleu et faire en sorte que son expérience se passe au mieux. Pourtant, il arrive que l'aventure tourne mal. Si divers incidents se retrouvent régulièrement dans la presse, la violence psychologique, elle, est souvent négligée. Dinan, capitale du saxophone. Nous y rencontrons Malika Bourbouze, diplômée en psychologie de l'Institut libre Marie Apps à Bruxelles. Après s'être lancée elle-même dans l'expérience du baptême, Malika a décidé d'y mettre un terme et de consacrer son travail de fin d'études aux conséquences psychologiques de ces pratiques. À partir du moment où on commence le baptême, dans un premier temps, je pense qu'on est au premier degré. Quand on nous fait un shampoing aux œufs, qu'on nous hurle dessus, on le prend au premier degré. La peur, c'est une notion qui est presque cultivée au sein du baptême, parce qu'on veut que l'effet de surprise frappe les bleus, entre guillemets. Et donc la peur, c'est une émotion qui est réellement ressentie. Si on le vit de manière malsaine, ça peut vraiment traumatiser. Il y en a une d'ailleurs dans celle que j'ai rencontrée pour mon mémoire qui explique qu'elle a été traumatisée. Et donc pendant 1 an, elle a eu du mal à sortir de chez elle, par exemple. En cause, les distorsions de communication mises en place pour perdre les bleus. Malika parle de double contrainte, de faux semblants et de culpabilité créée. Par exemple, la double contrainte. Donc ça va être, on va faire croire au bleu qu'il y a une bonne réponse, et puis on va lui dire « mais bleu, tu comprends rien ». Et au final, il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste qu'on veut se foutre de la gueule du bleu, lui faire comprendre qu'il n'y a pas de réponse. Mais donc le bleu, dans un premier temps, il est perdu. Et le but, c'est justement de perdre le bleu. J'espère que vous avez des putains d'insultes qui claquent, parce que les pouilleux, les connards, les bordels de merde, ça va pas passer. Vous aurez pas ça. Baptisé en carton. Ouais. Mais c'est une insulte de merde, ça. Ils sont baptisés. C'est une insulte pourrie, tu te lèves, tu te casses aussi, Zoé. Que ton enfant naisse sans anus. Ta gueule, casse-toi, je t'aime pas. C'est trop de la merde, illégal. Casse-toi. Les faux semblants, c'est faire croire à quelque chose très fort au bleu. C'est l'amener dans un état où il est convaincu qu'on est en train de lui faire quelque chose alors que c'est pas vrai. Mais c'est juste pour provoquer cette peur, en fait. Oh, terre, putain! Là, ça va pour le moment. Mais s'il faut rester 1 heure, si, je sens que ça va être difficile. Il y a ça et il y a la culpabilité créée. Par exemple, ça c'était l'histoire du petit poisson. Donc voilà, ça c'est donne-lui un prénom, Bubule.
Tu racontes une petite histoire à propos de Bubule. Bubule, il prend sa petite mallette, il va au boulot le matin, il aime sa petite chérie, on raconte vraiment, on se rend familier. Le petit poisson rouge, et puis à un moment donné on lui dit « Ok Bubule, maintenant tu le veux mixer ou tu le veux couper ?» Et puis là on le fait bouffer, mixer ou couper, ça c'est la personne qui choisit. Et puis on lui dit « Mais tu te rends compte, c'est soi-disant ton ami, t'a raconté une histoire sur lui, tu lui as donné un prénom et tu le bouffes juste parce que je t'ai dit que tu devais le bouffer, mais t'es complètement con bleu. » Et donc c'est ça en fait, la communication où on va complètement paumer le bleu. Ouais, on crée une scission, justement, l'esprit critique, il est engourdi. Mais si l'on écoute les étudiants, ces instants pénibles ne seraient qu'une infime partie de la tradition. Je pense qu'en fait, quand on voit le baptême sous certains aspects, ceux qui sont le plus expressifs, le plus visibles aux yeux de la population, on peut interpréter ça comme de l'humiliation. Si par contre on met l'ensemble, si on met ces pratiques dans un ensemble, on trouve quelque chose de beaucoup plus cohérent. À côté de ce que l'on appelle les rites de rupture, on a effectivement l'intégration du bleu dans son nouveau milieu qui lui permettra de faire des connaissances, de s'intégrer à l'université et de vivre le folklore que lui par la suite va partager. Pour surveiller tout cela, une ASBL encadre les différents comités et s'occupe des discussions avec la ville et l'université. L'AGEL, pour Association Générale des étudiants liégeois, est aussi à l'origine de la charte baptême. Établie à l'Université de Liège en 2012, à l'initiative de l'ancien recteur Bernard Rentier, elle redéfinit les mesures de sécurité, d'égalité et de liberté de chacun. Mais confirme-t-elle des règles déjà respectées au préalable ou bien s'agit-il d'un véritable rappel à l'ordre? Il y a eu dans le passé, il y a eu besoin de se remettre autour de la table avec les comités de baptême et de remettre les choses à place. C'est d'ailleurs pour ça que, pour se faciliter un peu la vie, on est passé à l'idée d'avoir réellement une charte qui met bien noir sur blanc quelles sont les responsabilités de chacun. S'il y a eu des incidents, il peut en avoir chaque année parce qu'on baptise 1500 personnes et il y a encore 1500 personnes qui s'occupent des autres. Donc il y a toujours bien un idiot dans le tas, restons honnêtes. Néanmoins, ces principes-là étaient déjà respectés en avance par les comités pour la majeure partie, il y a pas des petits détails qui s'appliquent. Mais la charte en soi est là pour officialiser la chose. C'est écrit et comme ça on est sûr et il n'y a pas de points qui sont mal interprétés ou des choses comme ça. Et on a eu des problèmes avec la difficulté d'obtenir des notes de cours quand on n'est pas baptisé, etc., etc. Donc c'est évidemment clivant, ça sépare. Il y a ceux qui sont in et il y a ceux qui sont out, et forcément ceux qui sont in ont une petite tendance à mépriser ceux qui sont out, surtout s'ils ne sont pas out parce qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais parce qu'ils n'ont pas réussi ou parce qu'ils ont abandonné, parce qu'ils n'ont pas voulu. Il y a un point effectivement qui est mis dans la charte comme quoi tout baptisé ou tout bleu, etc., a le droit d'arrêter quand il le veut sans craindre de représailles. Donc ça c'est noté dans la charte et toutes les structures, y compris les VT, parce que aussi ils le signent vu qu'ils font partie de l'université, eux respectent cette charte et donc il ne peut pas avoir de représailles à ce niveau-là. Le baptême reste quelque chose de tout à fait libre, tout à fait volontaire, et si quelqu'un veut à un moment l'arrêter, ben, il s'en va, sans jugement. Voilà. Si à un moment la personne considère que c'est plus son truc, et je pense qu'il y en a eu quelques-uns cette année en philo qui ont arrêté, ben, il n'y aura pas de jugement à leur égard, ils s'en vont, c'est libre. Je pense que c'est un élément important aussi. Si aujourd'hui quelqu'un considère que c'est trop, je n'en peux plus, il peut se lever, et c'est pas pour ça qu'il ne va pas garder des potes dans les co-bleus qu'il a avec lui. Mais pour Malika Borbouze, cette liberté d'arrêter à tout moment ne serait pas si évidente. À partir du moment où on se lance de son plein gré dans une expérience, on a une espèce d'obligation morale vis-à-vis de soi-même, d'être cohérent vis-à-vis de soi-même, et de se dire c'est moi qui l'ai choisi, maintenant je l'assume. C'est pas ah ben ça me convient pas, je vais arrêter. C'est toutes des choses qui font qu'en fait, on ne va pas nécessairement arrêter facilement, même si on a envie d'arrêter. En ce qui concerne Laura, l'envie d'arrêter ne semble pas encore se manifester. Surtout le fait de ne pas être toute seule, d'avoir des co-bleus sur qui j'ai pu compter, qui m'ont aidé à manger aussi. Voilà, c'est une très, très belle expérience à vivre à plusieurs. On se fait de nouveaux amis. Je pense que j'ai prouvé aujourd'hui que j'abandonnerai pas. Les bleus devant moi. Merci, honorable, vénérable, vénéré, incommensurable, incommensuré. Le grand jour arrive enfin. Laura se lance dans une ultime bleusaille, mais la plupart du comité travaille déjà depuis 8 h du matin. On doit monter toutes les barrières, on doit monter le bar, installer tout. Il y avait quelques finitions encore à terminer, par exemple la peinture. Il y avait tout qui ne pouvait pas être fait chez nous. Vous allez devoir travailler comme ça jusque quand? Jusque demain matin. Petit demain matin, j'espère. Jusque demain fin de matinée. Ouais, fin de matinée. Bah déjà vu qu'on a dû être là depuis 8 h du matin, c'est pas pour rien. Donc de 8 h jusqu'au le début du baptême, de la soirée du baptême, on doit monter tout. Ça prend beaucoup de temps et donc ça prend aussi énormément de temps de devoir tout démonter et tout nettoyer pour les suivants qui arrivent demain matin. Le hippocampe maintenant.
Moi, pour l'assistanat, c'était pour la continuité aussi, le côté humain. Voilà, on a vécu 2 mois non-stop avec nos co-bleus. On a créé des liens avec nos co-bleus. Moi, je trouvais que c'était la continuité de faire l'assistanat avec ces mêmes co-bleus et continuer à aider le comité comme eux nous ont aidés pendant qu'on était bleus. Ça, c'est vraiment pour pouvoir faire vivre à d'autres ce que moi j'ai vécu et que j'ai considéré vraiment comme une expérience tout à fait positive qui m'a aidé dans ma vie estudiantine en fait. Souvent on parle de la guindaille d'un côté et puis des études de l'autre, mais moi clairement je ne m'imagine pas seulement comme étudiant et guindailleur, je suis un étudiant guindailleur. Cet ancien hangar désaffecté se situe en périphérie du centre-ville, du côté de Droix. Il accueille depuis 2016 les soirées organisées par la GEL ainsi que les baptêmes de tous les comités. Il fallait un endroit pas trop loin de la ville, où on pouvait se rendre à pied, qui ne porte pas une concurrence à d'autres salles de la ville, un endroit quand même un peu isolé par rapport aux nuisances diverses et variées que les baptêmes peuvent engendrer, mais il fallait aussi un endroit connu et sécurisé. Donc maintenant, les baptêmes posent moins de problèmes grâce à cela. Je crois qu'ils sont de plus en plus sensibilisés à tous les aspects de la gestion. Donc il y a évidemment la gestion financière, il y a la gestion en termes de santé. C'est important d'avoir des précautions prises à cet égard, et la gestion en termes de sécurité. Je constate d'année en année que les étudiants sont plus réceptifs que jamais à ces demandes-là. En attendant l'arrivée des Bleus, les premières bières sont déjà parties. Oui, l'alcool est omniprésent dans les baptêmes étudiants. Si les comités assurent ne forcer personne à boire et que les bleusailles tels que le Roi des Bleus se font aujourd'hui à la bière non alcoolisée, la consommation d'alcool demeure banalisée dès qu'il s'agit de faire la fête. L'alcool est un problème de société. Les consommations problématiques d'alcool sont souvent reliées à des activités festives dans n'importe quelle tranche d'âge. Il suffit de voir ici avec le marché de Noël sur Liège, se rendre compte que il n'y a pas besoin d'avoir 18 ans pour être bourré. Il y a un risque important d'avoir des consommations excessives d'alcool lors des baptêmes étudiants. Il y a des risques immédiats pour sa santé, et ça on pense tout de suite au coma éthylique évidemment, qui peut entraîner la mort, qui est relativement rare, puisque heureusement en général, surtout lorsqu'on boit des boissons faiblement alcoolisées comme de la bière qui est à 5 degrés, on vomit avant d'avoir atteint le coma. Un des leitmotifs de la GEL et des comités de baptême depuis des années, c'est de ne pas introduire d'alcool fort comme il y a dans le carré dans les guindailles étudiantes. Maintenant, malheureusement, la cause la plus fréquente d'accidents, de blessures et de morts liées à l'alcool, c'est des chutes, c'est des accidents de voiture, c'est toute une série de choses comme ça. Je n'ai pas raté un seul baptême médecine et j'ai 43 ans, donc ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup moins de voitures que de montants. Pour ce qui est des accidents, je ne sais pas si c'est les campagnes de sensibilisation que je mène depuis 10 ans, mais on en a quand même moins qu'avant. De plus en plus, les jeunes font attention et se rendent compte que l'alcool est dangereux. Ça, c'est très bien. La moutarde, c'est trop bon. Je déteste la moutarde. Toi, t'es passé? Je déteste la moutarde. T'as eu tes yeux? Ça casse, c'est pas grave. D'aller tirer son cours avec celle qu'il aime. Et quand nous serons grands tirelants, nous ferons tous de même. Je m'y attendais pas vraiment à savoir faire tout ça, et même physiquement, par exemple l'Hélios, c'était quand même dur physiquement, et j'ai quand même su tout faire. Et là, ça me stresse quand même. Je sais pas du tout ce que je vais devoir faire. Après avoir traversé tout ça, ce serait bête de pas arriver au bout. On se voit tout à l'heure alors? Oui, à tout à l'heure. À l'origine, le baptême, c'est clairement le baptême de la casquette. Et donc forcément, on n'a pas de trace de baptême estudiantin avant l'apparition de la casquette. Et au début, on baptise la casquette avant de baptiser le bleu. On pense, des analyses en tout cas que moi j'ai faites, on pense que c'était une volonté d'abord, on est en 1860, c'était une période où on porte un couvre-chef. La majorité des étudiants sont des bourgeois, des nobles, des gens qui ont de l'argent. Tout le monde ne vient pas à l'université à l'époque. Et donc, comme le folklore est une remise en cause de l'ordre établi, pour, de toute façon, puisqu'il s'agit essentiellement de bourgeois, de nobles qui vont à l'université, de gens qui ont de l'argent, se réintégrer dans l'ordre établi, l'idée est de le contester. Et donc la casquette, c'est quoi? La casquette, c'est quand même le couvre-chef du prolétaire. Et donc on pense que un des éléments de vouloir s'opposer en fin de compte à leur état de bourgeois, de nobles, de riches, est justement d'avoir adopté un couvre-chef, et donc en rupture complète.
Et uniformément à l'origine, la casquette à liège était verte. Elle se différenciera à travers le temps, essentiellement à la fin du 19e siècle, dans les diverses couleurs que l'on connaisse. En 4 couleurs, le commerce prendra l'amarante, le bordeaux, on va dire comme ça. Les mines vont prendre le noir, le vert restera au médecin et la philo, dont fait partie le droit, va prendre le blanc. Et ces 4 couleurs persistent encore aujourd'hui, avec des déclinaisons, parce qu'on a étendu le nombre de sections, voire de facultés. Et donc c'est comme ça qu'on a des pennes noires ou amarantes, ou bordeaux plutôt, ou blanches, qui se sont un peu répandues, et vertes également, dans des sous-sections originales. Avec le temps, des épreuves se sont ajoutées au baptême de la casquette. Ce n'est plus elle que l'on baptise aujourd'hui, mais le bleu. La visière, quant à elle, s'est progressivement allongée et l'on ne parlait plus de casquette, mais de crapuleuse, de casquette à peine et puis de peine dès 1918. Aujourd'hui, le moment est venu pour Laura de mériter la sienne. Il va donc de soi qu'on compte sur vous pour vous défoncer et que vous montriez que vous voulez une peine. Je vais vous relever une dernière fois avec mon frais maximum normal et je veux que ça claque et qu'on monte aux extérieurs de la philo. Créons de nom, on est peu de poil, mais on est bon. À genoux les bleus. Moi, Charbonnel Laura, je jure de porter fièrement ma peine sur la tête, de ne jamais me mettre en gadaille, de garder le secret du baptême, de ne jamais clasher, de défendre le folklore liégeois et de porter haut les couleurs de la philo. Vive Leach, une cité de nos tailles. Félicitations, monsieur baptisé. Moi, personnellement, j'hésitais à faire mon baptême parce que j'avais eu des préjugés. Ma meilleure pote était déjà baptisée et m'a amené dedans. Mais je me suis rendu compte au final que c'était une merveilleuse expérience. Et la preuve, finalement, je suis président du comité de baptême alors que j'hésitais à le faire au départ. C'est un rite de cohésion sociale, un rite de passage, comme on en connaît dans toute la société. Ils ont leur propre code, leur propre culture ou patrimoine culturel, patrimoine folklorique. Ils ont leurs propres mœurs, leurs habitudes, leurs croyances, leurs rituels, etc. Donc pour eux, le baptême, c'est l'initiation pour entrer dans cette communauté, simplement. Mais tous les ingrédients sont là parce qu'il y a tout. Il y a les rites, il y a les symboles, il y a tout ce qui constitue une initiation. C'est une école de vie, mais autant pour des qualités pratiques que sociales. Quelqu'un qui peut arriver très introverti peut devenir quelqu'un qui peut avoir plein d'amis, devenir très extravertis, on fait plein de gens, surmonter cette peur à ce niveau-là. Et autant quelque chose de pratique parce que lorsqu'on commence à s'investir dans une structure ou tout autre mouvement, forcément on acquiert des compétences qu'on n'aurait pas forcément eues. C'est des amitiés pour la vie que l'on se fait dans ce milieu. Ce sont aussi des amitiés que l'on se fait, certes d'abord en philo et lettres, bien sûr, mais grâce au baptême, on va pouvoir avoir l'occasion de côtoyer des gens de toutes les facultés et d'avoir des amis qui viennent de toutes les facultés. Mes amis, 25 ans après mon baptême, sont toujours les mêmes. Et 90% de mes amis d'aujourd'hui sont des gens que j'ai rencontrés au chapiteau. C'est une expérience qui pour moi est difficile, physiquement, psychologiquement, et il faut faire attention en fait. Pour moi, le baptême, c'est surtout de la solidarité. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a fort marqué dans le baptême, et c'est aussi de l'amitié, parce qu'on se fait plein de rencontres, et moi, j'ai vraiment rencontré des gens sur qui maintenant je peux compter, et c'est vraiment une des choses les plus importantes pour moi.